Bon dimanche. C'est le guide Pépère. J'espère que vous respirez. Je ne sais pas quelle heure il est chez vous, mais il est 18 heures à Paris. Nous sommes des hommes de nature. Spinoza disait que l'homme, Dieu c'est la nature. Et avant Spinoza, mon grand-père l'a dit aussi, et mes arrière-grands-parents. Donc, pas une nature figée, mais une nature dynamique. Donc, tout ce qui tourne autour de nous, c'est Dieu. Donc, c'est pas un hasard si vous me retrouvez souvent là de temps en temps pour échanger avec vous. Et surtout le dimanche, c'est un temps de méditation le dimanche. C'est pas un temps où on te vole ton énergie, où tu disperses ton énergie. Le dimanche est devenu un temps sacré où on se pose. Et je dédie cette émission ou cette conférence à tous mes frères et toutes mes sœurs qui sont nés d'une mère. C'est la fête des mères et il faut souhaiter une très bonne fête à toutes les mamans du monde. Vous savez, les journées, ça ne sert à rien. Les journées de célébration encore moins. Mais ces journées nous permettent quand même de nous poser des questions sur les combats des femmes. Je pense aux femmes du Congo qui sont actuellement violées et depuis des années. Je pense aux femmes pendant le génocide rwandais. Je pense aux femmes pendant les coups d'État en Afrique, pendant les guerres. Je pense aux femmes pendant le conflit anglophone dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Et la femme est fragile, la femme est une industrie. La femme a besoin des conditions particulières pour son hygiène, pour ses commodités. Et vous voyez qu'en Afrique, là où il y a plus de femmes d'ailleurs, c'est là où elles souffrent le plus. Le manque d'eau est un crime. Donc quand on fait la politique, c'est pour faciliter la vie aussi. Mais la vie de la famille commence par la femme. L'atome sociologique, c'est deux personnes, c'est la femme d'abord, c'est la cellule familiale. Quand la femme n'a pas accès aux commodités, donc à l'eau, à l'énergie, elle ne peut pas assurer la propreté de la maison, de son foyer, de ses enfants et d'elle-même surtout. L'eau. Et puis après, il y a les serviettes hygiéniques. C'est pour ça que vous voyez, quand on est dans des pays dits développés, on n'est pas là pour perdre notre temps, on est là pour prendre des bonnes idées et essayer de partager. On a voté une loi ici qui permet aux femmes d'avoir les serviettes hygiéniques gratuitement. Surtout les jeunes filles, les étudiantes, les femmes sans ressources. Donc c'est partout maintenant. Vous allez à la pharmacie, les serviettes hygiéniques, c'est anodin, mais ça gâche la vie. Le confort d'une femme est hygiénique et les 3/4 des femmes en Afrique, surtout des jeunes filles, ont un problème même avec leurs serviettes hygiéniques. Donc, régler des petits problèmes comme ça permet de libérer la femme. Deuxième chose aussi, c'est que c'est la femme qui porte la vie. C'est la femme qui est l'homme. Et c'est pour ça que c'est Cheikh Anta Diop qui l'explique bien. Dans des grandes sociétés initiatiques en Afrique, quand un homme devient un roi au dernier étage, il devient une femme, la femme du peuple, du clan. Voilà. Mais c'est plus spirituel. C'est les femmes qui nous donnent la vie. Et j'aimerais dédicacer cette émission à ma mère, que j'ai perdue dans des conditions assez tragiques en 85. Et nous rentrions des vacances en France et nous étions au Cameroun.
Et notre maman devait venir accoucher au Cameroun. Elle était à Nice ici. Et on a demandé à ma mère, la famille, les sœurs et tout, ont demandé à ma mère de venir accoucher au Cameroun. Contre l'avis des médecins, même à Nice. À l'époque, on chauffait l'eau, on tapait le ventre, comme on dit. Donc on vous verse de l'eau chaude, les rituels qui sont dépassés aujourd'hui. Et ma mère a commis cette erreur d'aller au Cameroun et puis à l'hôpital La Quintini, elle est morte de suite d'hémorragie et des conditions atroces qui n'ont pas changé jusqu'à aujourd'hui. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des combats que nous portons souvent, les gens ne comprennent pas. Et la veuve Koumateke, la feu Koumateke qui a perdu les enfants à l'entrée de cet hôpital-là, à Douala, 30 ans plus tard, a réveillé en moi des souvenirs de révolte. Pas pour ma mère, mais pour les femmes qui continuent de mourir comme ça aujourd'hui en Afrique. Dans des salles qui sont comme des abattoirs. Nous volons de l'argent de l'État. Nous n'investissons pas dans le bien-être humain, dans le droit humain, dans les conditions. Et on fait souffrir le peuple pour mourir au pouvoir. Donc, j'étais orphelin en 85. J'entrais au collège. Donc j'avais à peine 9 ans, 10 ans. Et ça m'a montré l'importance de la mère dans une vie. Je ne fais pas ce live pour me plaindre, mais il faut. Moi, je suis quelqu'un de totalement ouvert et je consacre ma vie à essayer de dire aux Africains que ça ne sert à rien d'avoir des vies cachées, des silences tuent, des blessures, des viols enterrés. Il faut s'exprimer. Même dans les familles, il y a des plus grands crimes. Si on ne parle pas, on ne libère pas la conscience, on ne libère pas les autres, on ne donne pas des enseignements aux plus jeunes. Donc j'ai perdu ma mère dans ces conditions. Et je peux vous dire que ma vie et puis la vie des autres n'a jamais été pareille après. Donc quand vous êtes un orphelin, à la limite, quand vous perdez votre père, votre maman va en mariage où elle va trouver un homme, mais elle va aller avec ses enfants. Il n'y a aucune femme qui va en mariage et abandonne ses enfants. Je connais des cas, même dans ma famille, mais c'est d'une irresponsabilité totale. Mais la femme, en général, va imposer ses enfants partout où elle va. Elle préfère mourir. Elle préfère entrer dans un foyer, quitte à perdre l'amour, mais imposer les enfants qui n'ont plus personne. L'homme peut aller en mariage et refaire sa vie et oublier ses enfants. On n'a pas le même instinct. C'est Dieu qui crée donc ces natures-là et il met cette force en la femme. Il y a des femmes qui vous disent, si vous me chassez avec mes enfants. Si vous me repudiez, comme en Afrique, on chasse les femmes comme du bétail, même si elle a fait 30 ans de mariage. Surtout si le monsieur meurt, la belle famille vient lui dire, mettez-vous dehors. Il faut en parler, ce n'est pas un jeu. Chez nous, on dit, ah, il parle, ce n'est pas des sujets. Non, c'est des vrais sujets de société. C'est ça qui crée des crimes. Au nom de quoi mon frère va venir mettre ma femme dehors parce que je suis mort, ou de ma propre maison, où j'ai travaillé avec elle, pendant que je sortais, elle gardait les enfants. Donc, c'est une réflexion. Moi, je suis toujours quelqu'un qui donne, qui considère qu'il faut remettre tout à la femme. Et la société évoluée, même occidentale, protège. Parce que si tu traites mal la femme, tu ne peux pas te développer. Et les Occidentaux avaient le même problème que nous. La femme ne votait pas il y a 40-50 ans. La femme ne travaillait pas. La femme n'avait aucun droit. Et ils ont compris que c'est ça qui amenait la pauvreté. Alors pour se développer, il faut transférer ces pouvoirs à la femme. Ici, nous sommes en Europe. Je peux vous garantir que c'est la femme qui vous dit de vous mettre dehors. Quand la police arrive, on dit, monsieur, mettez-vous dehors. Que vous ayez raison ou pas, on dit, monsieur, allez d'abord là-bas. Allez d'abord à l'hôtel.
Parce qu'avec votre force, là, vous pouvez la tuer et mettre la vie en danger. Donc, monsieur, libérez le plancher. Et toutes les règles ont été codifiées pour protéger. Et c'est ça qui a amené l'épanouissement de la femme, les droits. Certains en abusent, mais c'est comme ça la loi. Alors, j'en parle parce que quand j'ai perdu ma mère, je suis issu d'une famille assez aisée, comme on dit en Afrique. Et puis j'ai vu tout s'écrouler. Les gens discutaient même les sous-vêtements de ma mère. Les gens arrachaient les voitures, la maison, même les casseroles. On ne se soucie plus des enfants laissés. Et c'est très violent. Donc, protégez vos mamans. Dites-leur que vous les aimez, parce que c'est une grâce si elles sont encore en vie. Et ça forge un homme différemment. Donc moi, toute ma vie, je n'ai pas connu la nourriture de ma mère. Donc on racolait. Et quand vous êtes orphelin, vous ne pouvez pas ressentir cette histoire, mais vous êtes obligé de manger parce qu'on fait de la politique avec vous. On ne prépare jamais pour vous. La nourriture d'une tante, ce n'est pas pour l'orphelin, ce n'est pas pour le fils de sa sœur ou de son frère. C'est d'abord pour ses enfants. Et on fait semblant, et puis dans ce lot-là, on sert tout le monde. Mais tu sens qu'il y a un truc qu'on n'explique pas. Donc, je n'ai jamais connu cet amour où je mange la nourriture de ma mère. C'est pour ça que vive l'épouse, hein, qui sera mienne, parce qu'elle sera peut-être ma maman aussi. Donc, protégeons les mamans. Je voulais faire ce témoignage pour dire que l'homme s'en fout. L'homme est un conquérant, c'est un errant, c'est un chasseur, c'est un lutteur. Mais la femme, regardez comment Angela Merkel a changé l'Allemagne. Les femmes ne volent pas. Les femmes gèrent. Une femme ne peut pas faire couler un pays. C'est pas possible. Une femme ne peut pas prendre l'argent d'un pays où il y a les enfants et tout, et elle va acheter les yachts, les jets privés au Qatar. C'est pas possible. C'est pour ça que vous avez vu comment Angela Merkel a géré l'Allemagne, je pense pendant plus de 18 ans, sans voler 1000 francs. Elle avait le souci d'une maman. Elle disait d'abord, je suis une mère. On va aider la jeunesse. Donc la révolution de l'Afrique, même au Libéria, Sirleaf Johnson est parti du Libéria, on n'a pas vu ses comptes. Samba Panza, présidente en Centrafrique, elle n'a pas grand-chose. Je l'ai rencontrée plusieurs fois. Elle ne s'est pas fait une épargne monstrueuse pour faire la guerre. La femme ne fait pas la guerre. Donc, et les grands pays commencent... Aux États-Unis, la présidente, c'est elle qui gère, hein, parce que Biden, c'est déjà un papy un peu. La femme est noire. La porte-parole, la vice-présidente de la porte-parole, Karine Jean et tout, elle est noire. Donc ce pouvoir de la femme noire-là est aujourd'hui concret. Et elles arrivent au très haut sommet parce qu'il y a eu l'éducation, parce qu'il y a eu la confiance. Donc cédons un peu plus de place à nos femmes. Et l'Afrique ne peut pas se développer si on continue de violer les femmes, de les battre, de les chasser, de les utiliser comme des objets. Donc je parlais de ce sentiment de ne pas manger la nourriture d'une maman. C'est très très violent. Il faut manger chez la tante, chez une tontine, une tantine, et c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et je voyais bien dans le regard de mes cousins quand leur maman préparait, tu sens ils peuvent mettre la main dans la marmite pour prendre, pour goûter, pour se servir. Avec autorité, c'est la nourriture de maman. Même si la maman crie là, elle laisse faire. Mais tu ne peux pas, toi, le cousin, aller prendre la nourriture. Tu ne peux pas te servir comme ça. Donc, bonne fête des mères et sans tristesse. Maintenant, on va revenir aux vraies choses.
Mais, mon petit, tu me fais mes condoléances comment? Est-ce un vieux orphelin comme moi, hein? Est-ce qu'on y a encore des condoléances? Je te dis que ma mère est morte en 85 et en accouchant d'ailleurs mon dernier petit frère. C'est une histoire terrible. Ça fait 85, non, je sais plus. 85, 2021, ouf, je sais pas. Donc c'est une histoire, c'est 4 décennies déjà, 3 décennies, voilà. Bon, c'est pas pour pleurer. Alors, et donc quand on dit aux gens prenez soin de vous, il faut prendre soin de vous. Et je peux vous garantir que ma mère était fonctionnaire et enseignante. Et si elle avait pris soin d'elle un peu, donc la vie c'est une question de soins. Manger en vous soignant, manger sainement. Ne courons pas avec la vie, on frôle un accident à tout moment. La vie est tellement fragile. Ces conseils-là, on le dit, mais il faut les appliquer. Il faut toujours le marteler. Toute une vie, c'est un voyage, et tout un voyage, c'est les règles de conduite. Il faut freiner au virage. Quand tu as bu trop de bière hier, le lendemain, tu freines un peu. Tu bois de l'eau. Quand tu as bu un peu trop de champagne, si tu fais les mêmes excès, comme on dit chez nous, mais tu ne payeras point. Tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. Et après, on maudit la nature, on maudit Dieu, on maudit la vie, on se cache. On dit, mais Dieu, tu nous as oubliés. Mais Dieu, c'est aussi ces règles-là. C'est pour ça que dans la Bible, dans vos livres, vous avez les 10 commandements. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, à la femme de ton frère, tu ne te tac, 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 tout ça là. Mais c'est des règles qui sont établies, préétablies dans toutes les sociétés. À la rigueur, même on n'a pas besoin d'aller très loin chercher Abraham pour connaître le code de la vie. C'est faire attention, essayer de se détendre, manger ce que vous pouvez, mais mangez moins. Réduisez, limitez les consommations. Moi, j'ai une chance extraordinaire. Je n'ai jamais vu quelqu'un dans toute ma famille fumer. On a un problème avec la cigarette chez nous. Et c'est heureusement. Je dis dans toute ma grande famille élargie, je n'ai pas quelqu'un dans ma fratrie. Nous sommes près de 500 personnes. Je n'ai pas souvenance d'avoir vu un oncle ou un tonton. Je n'ai pas souvenance de... On ne fume pas chez nous. Donc, si vous pouvez éviter la fumette, vous aurez moins de poumons en santé. L'alcool, le foie. Vous diminuez les reins, le foie, le sang. Le sport, il ne faut pas être champion de quelque chose. Il ne faut pas être champion. Surtout plus le temps passe, on a juste besoin de marcher. Parce que quand vous marchez le soir, ou quand vous marchez en ville, les neurones de la vigilance s'activent. Donc tu es en mode contre-attaque. La vie est dure. Attention, les klaxons, le feu rouge. Donc tu es en garde. Mais il y a aussi la marche de la détente, donc la marche dans la nature comme ça, où l'esprit, les neurones de la reproductivité, de la productivité, de l'intelligence se connectent aux idées supérieures. Les rêves commencent à venir. Et les rêves finissent par devenir réalité. C'est pour ça que quand je prends des groupes de gens en conférence ou en stage de bienséance, de bien-être, je leur explique qu'on vient en forêt. C'est pas de la magie. On vient respirer, on vient envoyer les idées, on vient chasser la négativité, on vient se régénérer. Donc régénérez-vous. Et vous voyez, le monde est trop violent aujourd'hui, mes frères. Trop violent. Entre les combats politiques, entre la lutte, entre les quêtes spirituelles, le chômage, la pauvreté, les gens ne savent plus où mettre la tête. Donc, je ne peux pas être là pour critiquer les gens qui font leur vie. Maintenant, on ne parle que d'argent. Chacun est coach maintenant pour dire que tout le monde est milliardaire. Avec 1000 francs, tu peux être milliardaire. Bon,
Si c'était ça, pourquoi 2% de gens contrôlent 98% de la fortune jusqu'à aujourd'hui? Je pense que la vraie valeur, c'est comment on reste humain, comment on vit, comment on profite du bonheur, comment on réussit à donner de l'amour autour de soi, n'est-ce pas? Comment on réussit à partager le rêve, à créer des entreprises, à être quelqu'un de bien, à aider les autres, à aller partager un repas, à aller donner un coup de main aux orphelins. C'est ça la spiritualité. Mais tout le monde n'est pas révolutionnaire aujourd'hui, tout le monde est dans la lutte. Et vous ne savez même pas pourquoi on lutte. Michel, bonsoir à vous. Et je suis très admiratif de la personne que vous devenez chaque jour, et que vous êtes d'ailleurs. Et c'est vraiment... vous êtes l'exemple de la femme moderne. Voilà. Donc, je disais, évidemment, ce n'est pas sur ces lives-là qu'on trouvera 3000 vues. Hein? Mais on n'en a peut-être pas besoin. L'essentiel, c'est de ne jamais se décourager dans nos missions. Hier, j'ai pris, parce que j'ai beaucoup d'enfants que je suis, j'encadre, et les parents aussi. Et je prenais une jeune fille de 14 ans hier. Et au début, elle était évidemment réticente, mais ses parents ont insisté. Et à la fin de notre petit cours, je ne suis pas son professeur, je ne suis pas professeur. Elle a ses professeurs, je ne suis même pas son père. Mais je suis le guide, ça veut dire vous montrer la voie aux gens. Au nom de quoi on va laisser nos enfants errer là, dans les immeubles, en ville, pour rien? Au nom de quoi nous n'allons pas nous occuper de nos enfants pour qu'ils soient médecins, pour qu'ils soient brillants avocats, pour qu'ils soient, je ne sais pas, pilotes, pour qu'ils soient même infirmiers, mais qu'ils vivent leur vie. N'est-ce pas? Il faut qu'ils vivent leur vie tout simplement. Et sans stress. Moi, mes garçons, je suis tellement fier d'eux, je n'ai rien à leur dire. Je n'ai rien à leur dire. Ils me suivent. N'est-ce pas? Exupéry, bonsoir à toi. Bonsoir à vous tous qui êtes connectés. Que vous soyez là ou en sous-marin, c'est votre problème, mais bonsoir à vous. Bonsoir à Exupéry. Exupéry, tu devais t'inscrire dans l'académie, ou je sais pas, ou à la banque. Chez nous, on donne souvent nos projets, mais on ne réalise pas souvent. Donc, alors, et en plus, tu es mon frère de la Lomier là-bas, de Lomier. Tu es mon frère de la KDI là-bas. On va déjà vers la Centrafrique. On est à Batouri, Kété, on est à Messamena, on monte. Bonsoir à Héloïse. Bonsoir à Kone Keller. Bonsoir à vous tous. Donc j'étais en train de dire que le drame aujourd'hui, c'est le manque de sincérité du monde. Bon, mais pour ne pas être vague, le manque de sincérité de l'homme noir. L'homme noir est incohérent dans tout ce qu'il veut faire. Les autres, ça ne m'intéresse pas ce que les Chinois font, les Asiatiques. Hein? Ma mission, c'est de parler d'abord à l'Africain, non? Même si mes vidéos sont partagées jusqu'en Australie. Mais les gens sont incohérents chez nous et on ne sait pas ce que c'est que la norme. Si vous demandez aux gens, moi j'ai vu pendant qu'un pays, j'ai vu un pays qui ne vient pas à Abidjan. Bonjour à Lowat, Virginie. Qui devait venir à Abidjan là? J'ai pas vu ce message. Vous savez, la question aujourd'hui c'est qui sommes-nous face aux autres? Comment les autres nous perçoivent? Comment un occidental, comment un blanc de peau va regarder un homme noir aujourd'hui, sans racisme? Comment un asiatique va regarder un homme noir? Tout ça s'appelle la dignité, et la dignité c'est le respect. Quand vous voyez un président comme Macron qui arrive, il rencontre Kagame. Kagame est quand même un homme debout. Parce qu'il est fort. Il a compris que l'argent, le pouvoir des autres n'engage en rien.
L'homme, c'est ce qu'il est, l'image que tu dégages. Que tu aies 1000 francs ou que tu aies 10 francs CFA, ce n'est pas la valeur argent qui détermine la valeur de l'homme. N'est-ce pas? C'est la grandeur, c'est les idées. Vous savez, on m'a montré les images d'un... ça, c'est une parenthèse, hein, ça circule sur Facebook. Il y a un frère qui est très violent contre les dirigeants politiques, surtout ivoiriens. Il insulte à chaque coup le président Ouattara. Je suis d'accord, c'est la démocratie. Mais on m'a renvoyé une vidéo où le même type qui est pris pour un savant était en train justement de dire le contraire de ce qu'il dit. Il a dit dans la même vidéo, dans le montage, que Ouattara est de père et de mère ivoirienne. Et c'est ça qui est la vérité. Il est originaire de Congo et il a bénéficié d'une bourse de l'État voltaïque à l'époque, comme c'était ouvert à tout le monde, parce qu'il était là-bas au lycée, pour voyager aux États-Unis. Après, tu te dédies. Je n'aime pas les gens qui sont instables dans la tête. Et il faut savoir que pour que les Européens arrivent à ce stade de développement, ils n'ont pas tourné. Ils ont franchi les caps. Un homme ne se dédie pas. C'est toi qui as dit ça? Oui, c'est moi. Pourquoi tu as dit ça? Parce que... Et pourquoi? J'assume ce que j'ai dit. C'est comme ça qu'on libère un peuple. Mais comment vous voulez installer la démocratie si quelqu'un est au pouvoir aujourd'hui et quand il quitte, il est déjà l'ennemi? Si c'est pour des vraies valeurs, on va dire oui. Mais si c'est pour rien, si c'est parce qu'il a été écarté, si c'est parce qu'il n'est plus dans la mangeoire qu'il veut amener tous les autres, nous on a aussi le droit de dire pourquoi. Dans les combats que nous menons, nous devons aller jusqu'à la mort. On n'a pas libéré un peuple en faisant semblant. Et c'est ça qui touche le fondement des révolutions aujourd'hui. Parce que, je vous prends un exemple. Il y a un pays comme le Cameroun où un ministre, pendant que le peuple dans la capitale politique n'a pas d'eau, que Dieu m'en préserve, les gens sont rationnés à l'eau. Et Yaoundé est comme Bangui aujourd'hui, où vous marchez avec vos bidons. Il y a un ministre quand même qui s'est permis d'offrir une chapelle, une église de sa poche. Alors ce ministre-là, un ministre est un fonctionnaire, il n'a pas de société, il a un salaire. Est-ce que c'est normal de sortir 1 milliard de francs pour l'église? Alors ça pose un problème. Je ne critique pas l'église. Mais l'ordre de priorité du nègre, c'est quoi? Dans un village, dans une région où il n'y a même pas une broyeuse de manioc. Dans un village, dans une ville où il n'y a même pas d'électricité, de l'eau. Avec cet argent d'église, Dieu aussi aurait permis qu'on créa peut-être des usines pour encourager ces enfants qui sont surdiplômés, qui n'ont pas de travail. La maladie, la pauvreté, la misère qu'il y a en Afrique a 2 solutions. C'est la formation, c'est le travail, dont les entreprises. Alors, quand un type qui quitte ici, chez lui, comme Christophe Colomb, hier, quand Bolloré va quitter là demain, il va venir ouvrir ses sociétés là-bas. On va commencer à dire, oh, les Français nous énervent, ils viennent nous déranger, ils viennent nous voler, ils viennent faire ceci. Mais si tu quittes, nous on crée les églises. Dont la foi pour endormir les gens. La foi qui ne libère pas la conscience. Je ne suis pas contre, je suis petit-fils de pasteur et éminemment croyant. Je crois en des valeurs supérieures. Comme disait Mitterrand, nous allons nous retrouver. Je crois aux forces de l'esprit. N'est-ce pas? Alors, pourquoi nous sommes au XXIe siècle et vous avez des gens qui ont encore la responsabilité d'avoir de la fortune? Mais ils investissent dans rien du tout. Pour se donner bonne conscience, il fait une chapelle où on déclare que c'est 2 milliards.
Et évidemment, c'est ça le drame des églises, surtout l'église chrétienne, surtout l'église catholique, qui a toujours été complice de tous les voleurs, de tous les dictateurs, de tous les pilleurs de la fortune publique. C'est le premier crime en Afrique. La preuve, le pape reçoit tous les dictateurs du monde. Vous pouvez venir avec les mains pleines de sang. Le type vous bénit. Et c'est pour ça que les gens se sont détachés, les églises ont commencé à naître et vous avez appelé les églises de réveil. Mais en réalité, c'est les églises néo-apostoliques. C'est des églises évangéliques, des courants qui partent avec un discours violent. C'est pour ça qu'ils sont agressifs sur Facebook et sur les réseaux, parce qu'ils savent que le peuple est fragilisé et abandonné. Les gens souffrent, ils n'ont pas de travail, la jeunesse est surdiplômée, elle est qualifiée, elle est dans les villes, les villages, et on voit qu'il y a des églises qui poussent, les dons. En réalité, c'est leur propre argent. Mais notre irresponsabilité ne nous permet pas d'être grand. Pour moi, un grand, c'est quelqu'un qui donne le travail. C'est un entrepreneur, c'est un créateur. Qu'il ait même volé ou pas, l'origine des fonds, on ne sait pas, mais c'est quand même plus loisir. Et c'est ça l'Afrique. Et vous voyez quelqu'un qui crée une entreprise en Afrique, il a tous les problèmes du monde. On dit, oh, il n'est pas de ce village. Oh, il vient nous voler. Il veut prendre nos terres. Mais quand on crée une église qui n'apporte rien aux gens, les gens souffrent déjà assez pour qu'on vienne leur rappeler que Dieu les attend au paradis. Il faut leur donner les moyens de réaliser leur paradis sur terre. Ce discours est rare. Je sais, ça peut choquer, je sais. C'est pour ça que je vais effacer ce direct. Il va s'autodétruire à la fin. Vous devez le partager. Moi, je ne garde plus ces directs parce que chaque fois que je fais un direct, une personne se croit concernée. Je ne parle de personne en réalité. Nous donnons des enseignements. Et en accédant à cette voie, je savais que je ne me ferais pas d'amis ici. Et je savais. Donc, ce n'est pas là que je viens chercher les amis. Mais nous avons un devoir d'aider les gens. Vous savez, les gens ne comprennent jamais ma position parce que je n'ai même pas envie qu'ils la comprennent. Ou ils sont souvent de mauvaise foi. Mais regardez comment vous voyez un Chinois partir de Chine. Il vient quand même ouvrir même une usine de béton, de broyer le ciment, broyer la pierre. Nous, on a le même argent, mais on porte les rébentes à 500 €, 1000 €. On est là, on se pavane. On est là, on n'a pas envie. Même ceux qui veulent sont combattus. Donc je n'attaque même pas ce ministre-là qui a donné l'église. Peut-être il veut que les péchés du système soient pardonnés. Mais c'est les vrais débats. Et quand tu regardes, moi j'ai regardé la télévision au Cameroun aujourd'hui, c'est ça les vrais débats. Pourquoi mettre autant d'argent à vénérer un cardinal, un évêque, et tous ces gens qui se taisent face à la misère du peuple, qui mangent des bons œufs. Et là où j'ai été peiné par la notion de l'église chez nous en Afrique, qui parle de l'exploitation des plus faibles, dans tous les domaines, c'est que même dans les villages, vous voyez les grands-mères, une grand-mère porter les œufs, elle-même elle a le rachitisme, elle ne mange pas bien, elle va donner les œufs à un curé. On lui donne les chèvres, les moutons, le sous-préfet aussi pareil, le gouvernement. Non, nous donnons, l'administration ne donne pas, elle puise. C'est ça la colonisation. Et c'est ça le drame de l'Afrique aujourd'hui. C'est qu'on n'a pas tué cette mentalité coloniale apportée par les Occidentaux pour nous écraser. Le peuple devait porter tout. Porter les richesses, porter les œufs, les oignons, les bananes pour aller donner aux administrateurs coloniaux. Et aujourd'hui, c'est pareil. Les tournées de ces administrateurs-là, on va cravater les gens pour qu'ils cotisent. Alors, il faut que ça s'arrête. Je sais que ce n'est pas un thème qui fait couler le sang, mais c'est dimanche, c'est vraiment... Si je ne dis pas ça, je ne serai pas en paix avec moi-même. Nous ne pouvons plus continuer d'appliquer ce que les colons faisaient sur nous et nous plaindre que les colons sont encore là. Et c'est les panafricanistes qui défendent les dictateurs, les violeurs de conscience, des pilleurs qui
payent à coups de centaines de millions leurs chaînes souvent de médias et de tout. Je suis pour le développement. Je suis pour le développement. Je suis pour que les mentalités changent. Mais quand le Chinois vient créer une carrière chez vous, vous venez gréver qui ne vous paye pas. Vous savez quand même que dans vos propres familles, il y a des milliardaires qui peuvent... Mais nous, on importe le poisson. J'ai un ami qui fait le marketing de réseau. Peut-être qu'il est milliardaire. On célèbre les gens comme ça. Je n'ai pas un problème avec le marketing de réseau. Mais le problème, c'est que ces gens-là, ils vont porter la poubelle en Chine pour venir vendre à leur propre peuple. Il faut élever la dimension. Vous ne libérerez jamais le continent si vous ne donnez pas les moyens d'autoproduction. Pourquoi ne pas faire le marketing de réseau avec des produits locaux? Avec des produits qu'on crée nous-mêmes. Même des petits trucs. Le marketing des réseaux, ils vous vendent quoi? Les serviettes hygiéniques, le savon, les petits trucs comme ça, mais qui sont importés. En réalité, les autres pays, l'Indonésie, Malaisie, la Chine, Singapour, ils nous déversent leurs poubelles et on prend des agents qui sont des Noirs et c'est eux qui s'enrichissent en doublant les prix. Ils diminuent la pub, ils s'enrichissent sur le dos des populations. Donc l'Afrique est un continent maudit par sa beauté et par sa richesse. Tout le monde veut tuer le noir. Mais même le noir est un tueur du noir. Et personne ne veut assumer ça. C'est facile de dire que les Blancs ne nous aiment pas, les Chinois ne nous aiment pas, et tout. Mais regardez le comportement. Les gens achètent le riz périmé en Asie. J'ai connu un homme d'affaires qui prenait chaque semaine 150 millions de francs dans les caisses de son pays pour aller importer le riz brisé. Quand vous faites en une année, c'est quand même des milliards de francs qu'il peut mettre à disposition de la production agricole. Qui va révolutionner? Qui va créer? Dans un pays comme le Cameroun, c'est PHP, la compagnie fruitière de Marseille qui plante la banane. Même dans nos villages, en Djombe Penja, à Dehane, ils m'ont rasé 100 hectares de terre. Et Bolloré a pris une autre partie. Mais à la fin, je me dis, moi, l'État veut nous écraser dans nos propres pays, mais l'État leur signe le droit d'exproprier les villageois. Alors, si on n'a pas cette conscience, c'est pas Dieu qui... Dieu n'habite nulle part. Il faut arrêter ces discours-là qu'on raconte aux enfants de la maternelle. Dieu n'habite nulle part. Dieu, c'est la somme des lois harmonieuses de la vie et tu ne les respectes pas, tu payes. Dieu, c'est la mystique du monde qui nous donne le souffle. C'est un esprit supérieur qui nous permet de développer l'intelligence pour comprendre le monde. Et si on ne comprend pas comment fonctionnent les lois de la nature, on a beau crier, on ne sera jamais avec Dieu. Dieu est avec celui qui a compris. Quand les Juifs sont assis là, on se plaint des Juifs, il faut les apprécier. Ils sont dans un petit pays, Israël, entouré de tous ces faucons. Ils sont entourés de l'Égypte, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, la Syrie, le Liban. Tous ces pays-là veulent. Et moi, vous avez suivi la dernière actualité. Les Juifs ont le droit de se défendre. Maintenant, la question de la force, ce n'est pas à moi de dire, on laisse ça aux experts juristes. Mais quand quelqu'un t'attaque, tu ne vas pas aller prier, Dieu, protège-moi. Dieu t'a déjà donné la force de te protéger. Qu'est-ce que tu fais de ta force? C'est pour ça qu'Israël se protège. Rideau de fer. Ils vont prier le matin, mais ils mettent un rideau de fer. Rideau pour capter la puissance de l'ennemi. Ils fabriquent l'aviation la plus puissante pour neutraliser les forces sur place. Ils se protègent. Maintenant, en violence, bon, on peut en débattre jusqu'au matin.
Mais vous voyez que c'est parce que Israël se donne les moyens de se défendre qu'ils sont les bénis de Dieu. Alors, toi, peuple africain, toi, pays africain, qui n'arrive même pas à fabriquer une bouteille de tomates, qui n'arrive même pas à avoir la conscience de créer l'énergie toi-même, Dieu va te défendre comment? Dieu va te défendre quand? Dieu ne met pas la main. Dieu, c'est la somme des neurones intelligents qu'on te connecte. Je suis en pleine forêt. Si un animal vient, évidemment, je peux dire à Dieu, Seigneur, je suis en face d'un danger. Donne-moi la force d'affronter ce danger. Mais je ne veux pas prendre ma tête et fermer les yeux pour dire, Dieu, me voici. Non, je vais vraiment partir. Donc nous devons apprendre ça à nos populations. La lutte n'est pas finie. On nous a donné les indépendances en 1960. Les Africains sont allés dormir. La vie est belle. On est bien. Vous êtes bien. Vous priez tous les jours le Dieu d'Abraham. On te met en Israël où même le caillou ne pousse pas. Tu vénères ces gens. Mais eux, ils vénèrent l'Afrique. Parce que la vie a commencé chez toi. Ils veulent venir là, ils nous imitent. Et toi, tu veux chercher le jardin d'Éden. Il n'y a pas de jardin là-bas, il y a le désert. Le Sinaï est un désert. Ou le Sinaï. Alors, c'est le Congo qui est le jardin d'Éden. Oui, c'est le Cameroun, c'est la Guinée, c'est le Gabon. On dit jardin d'Éden, où tout pousse. Les fruits, les arbres, le soleil et tout. Donc, toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait le paradis chez vous. Les 5 éléments de la nature. Au désert, il n'y a pas d'eau. Au désert, il n'y a pas de vie. Au désert, on fait une semaine sans boire de l'eau. Et quand je vois donc notre responsabilité aujourd'hui, qui est la paresse, c'est très facile de réciter les versets. C'est très facile de se cacher derrière les connaissances des autres. Et nous ne voulons pas que les autres qui ont amené leurs connaissances profitent de leurs connaissances. Cette responsabilité africaine, il faut aller la chercher dans les tripes. Voilà aussi le discours que je vais aller tenir à Abidjan. Ne croyez pas que quelqu'un m'a fait venir ou quelqu'un m'attend là-bas. Non, je vais pour mes congés. Mais comme on ne doit pas dormir, je vais profiter de mon séjour pour passer un message, pour cogner. Parce que nous, aujourd'hui, finalement, on est heureux, on profite bien de la vie. Hein. Les Africains ne luttent pas. Petite parenthèse, je ne minimise pas les souffrances du peuple palestinien. Je m'incline. Mais je voulais juste prendre un exemple de la force pratique. La force de se défendre. Le droit de se battre. Le droit d'anéantir l'autre. C'est aussi ça, Dieu. Le droit de ne pas être mort. Le droit de ne pas mourir. Le droit de combattre jusqu'à la dernière goutte pour protéger la descendance. Les Africains ne luttent pas. Chacun lutte pour son ventre. Mon frère, Carmel Tapa. Il est où mon frère Carmel Tapa? C'est mon jumeau. Mais je ne sais pas. Carmel se marie, hein, c'est ça. Et je suis le parrain. Donc, mon frère Carmel, je suis avec toi et merci de l'honneur. Merci de l'honneur. Donc, ouais, mon frère Tapa m'a choisi comme l'un des artificiers. Hein? C'est un grand monsieur. Et on en reparlera. On fera des lives gigantesques. Mais donc je disais que, qu'est-ce que vous faites donc aujourd'hui? Les leaders même ne se battent plus. La jeunesse même ne se bat pas. Je comprends, il y a un découragement. Les gens sont découragés en Afrique. Ils sont dans le jardin d'Éden. Ils ont tout. L'or, le diamant, le miel, le lait. La terre où coule le miel et le lait, c'est où?
Moi, j'ai fait tous ces pays-là. Je pense plutôt que c'est parce qu'on est dans le jardin d'Éden qu'on est allé dormir et on a commencé à rêver, à faire des cauchemars. Quand vous êtes dans un pays comme le Qatar, où il fait 70 degrés, vous êtes obligé de faire marcher la climatisation, même dans les rues. Donc la difficulté nous crée l'intelligence. L'Africain ne souffre pas. Il ne souffre pas. Il y a un truc dans le cerveau qui ne veut pas bouger. Parce qu'il se dit que Dieu nous a mis là. Imaginez je sois ici comme nos parents à l'époque. Pendant que je parle là, le cocotier tombe là, je prends, je mange. N'est-ce pas? Il y a un porc épic qui passe là, je trappe, je mets dans la marmite. Et puis il y a une femme bien formée là. Aujourd'hui, il y a la chirurgie esthétique pour imiter nos sœurs. Mais tu bondis seulement. C'est-à-dire tu vis bien, tu dors là. Tu dors. Et ça me rappelle cette histoire. Vous savez, quand les Portugais sont arrivés dans les côtes africaines, surtout camerounaises, vous savez ça, ils ont trouvé tellement de crevettes. Ce qu'on appelle le mbeyato. En langue Congo, en langue Sawa, Douala. Donc, le bord du fleuve était noir de crevettes. Et aujourd'hui, quand vous passez dans une ville comme Edea, il y a encore ces longues crevettes-là. Il y a la saison, c'est des gambas. Mais il y a juste un verre, et il y a juste une manière de les nettoyer. Mais c'est délicieux. Mais tout le rivage est souvent noir de crevettes, de gambas. Vous savez combien coûte un kilo de gambas en Europe? Au Canada, aux États-Unis? Vous savez combien coûte un kilo de gambas à Dubaï? À Hong Kong? Sachez donc que vous avez des pays où le fleuve rejette les gambas, des périodes de l'année. À partir d'octobre, novembre, décembre, les crevettes. Alors, qu'est-ce que vous voulez demander à Dieu? Vous faites des veillées de prière de quoi? Est-ce qu'il faut veiller pour faire la prière? Alors, cette pauvreté, les gens veulent des solutions. C'est là où l'élite politique a échoué. C'est là où l'élite coloniale veut ressembler aux colons. Les Blancs sont déjà partis, mais les gens qui sont là sont pires que les colons. Dans tous ces pays africains, il n'y a pas un espoir qui se développe. Il n'y a pas une intelligence, il n'y a pas quelque chose. Il n'y a pas une souffrance qui crée les étoiles. Il y a une souffrance du valet, de l'esclave. Il y a une souffrance du souffreteux. Vous savez, moi j'en souffre parce que je suis au parc, les autres profitent de leur vie, ils montent, ils descendent. Avec les familles, ils dansent, ils jouent. C'est-à-dire, les gens vivent parce que leurs ancêtres ont lutté. Les gens profitent de la vie parce que leurs ancêtres sont morts. Et ils doivent se battre. Et ils vont continuer. Quand vous voyez un chef d'État européen qui arrive en Afrique, il dit nous avons notre armée ici. Mais parce qu'il veut protéger ses intérêts. Alors si vous, ça ne vous dérange pas, mais commencez à protéger les vôtres. Vous, vos intérêts, c'est quoi? C'est-à-dire, en plus, les gens nous menacent, quoi. C'est-à-dire, les gens comme nous qui pouvons encore avoir la parole libre, c'est nous qu'on veut faire taire. C'est nous qu'on veut menacer. Et les imposteurs sont partout. Ils sont là, ils occupent des sièges à l'Assemblée, ils sont ministres, ils sont ceci, DG. Ils ne foutent rien pour la production de l'intelligence. Toute l'Afrique se ressemble. Je ne peux pas lire tous les commentaires. Mais toute l'Afrique est victime de cette démission collective. Je ne sais pas si à un moment le peuple doit seulement aller se déshabiller dans les rues. Il y a une fois, j'ai pensé à ce qu'on appelait la révolution de la bière. Mais je ne parle même plus de révolution aujourd'hui parce que je n'y crois même plus.
Vous voyez comme au Mali, 3 coups d'État en 22 mois, les gens souffrent. Le problème, c'est que ce n'est pas le coup d'État sur coup d'État qui va même créer la solution. C'est comment on fait pour créer de la matière de production, l'argent, le capital, la monnaie, l'économie. Nous n'arrivons pas à mettre en place l'économie. Permettez. Nous n'arrivons pas à mettre en place un système de production de l'intelligence. Voilà le Covid, je n'ai pas vu un spécialiste africain venir défendre la position des médecins. Ils venaient défendre les laboratoires parce qu'ils sont payés pour. J'ai rarement vu des experts. Ici en France, les camps se battaient. Didier Raoult contre Didier Kitoko, professeur Raoult contre professeur Montaigne. Tout ça là, c'est des clans d'idées. C'est les idées qui développent un pays. On n'est pas d'accord. Non, non, d'accord, on propose ceci. En Afrique, je vais en Côte d'Ivoire, mais je peux vous dire que toute l'Afrique se ressemble aussi. Si on annonce Kofi Olomide à Abidjan ce soir, je peux vous dire qu'il aura droit au panneau géant. Hein. Mais si on annonce un penseur, un réfléchisseur, il faut faire des efforts. Les gens s'en foutent de la réflexion. Comment vous pouvez développer un continent sans réflexion? Si on annonce maintenant un créateur de drones, un architecte, quelqu'un qui a une formule chimique de l'eau minérale en Afrique pour tout le monde, parce que vous avez la mer. On peut juste désaliniser, hein, la désalinaison. On peut enlever le sel dans l'eau de mer, ça devient de l'eau potable. C'est des procédés hydrochimiques. Le sel, c'est le potassium et tout ça, non? C'est une formule. C'est la chimie. Mais nous, les laboratoires, la connaissance est éclatée aujourd'hui. Parfois, je pleure seul. Je ne suis pas scientifique. J'ai juste un esprit scientifique. Je suis fils d'un très grand scientifique. Paix à son âme, mon père était un scientifique, un technicien de très grand vol. Et je suis déçu parce que je sais qu'on n'ira pas loin. On n'ira pas loin. Je regarde les procédés de formation, de construction d'un moteur. Vous voyez, c'est des lives qu'on ne partage même pas. Ça veut dire qu'on ne sera même pas 10 000 à voir ce live. Mais une de nos copines de petite sœur va venir se déshabiller là tout à l'heure. Tout le monde va venir jouer le voyeur. Et après réclamer l'indépendance, réclamer la révolution, réclamer la libération. Vous obtenez la libération de quoi? Pour retourner dans l'esclavage. La vraie libération, c'est la libération de la pensée. C'est la libération des savoirs. C'est la démocratisation du bien-être. Je regardais encore les principes actifs d'un moteur. Un moteur a 109 éléments. Les vieux moteurs. Mais les moteurs électriques ont 27 éléments. Que nous avons tous en Afrique. Les batteries que les autres viennent faire là. Les Congolais s'entretuent tous les jours pour qu'on leur vole le lithium, le cobalt, le zinc. C'est sous vos pieds. Mais c'est des formules chimiques. Mais pendant que nous on chante Tata Nzambe Obetanayo, on est des savants de... On veut même monter au ciel avant tout le monde. Pourquoi vous fuyez la terre? Pourquoi l'Africain fuit la terre? Pourquoi vous fuyez la terre? Ça, c'est la fuite en avant, la démission. Ça, c'est... Le sel, c'est le sodium. Chlore et sodium et tout. Voilà. Je suis pas... Moi, je donne juste des idées. Mais pourquoi l'Africain s'obstine à aller au ciel? Il y a qui là-bas? Maintenant qu'on nous a montré que le ciel n'existe pas, c'est une constellation, c'est une harmonisation de la planète qui s'accroche sur d'autres planètes. Et il y a des milliards de planètes. Je discutais avec une personne qui m'est très chère hier, dans la nuit, et je lui disais, mais écoute, si demain, Elon Musk, avec sa fusée, ils partent sur Mars, ils découvrent l'or là-bas, ils vont venir vous dire,
Si les Chinois vont sur la Lune, comme ils partent là déjà, et ils découvrent le diamant là-bas, ils vont venir vous dire, à terre, voilà la mort de l'Afrique qui commence. Parce que l'Africain aime profiter. C'est en voulant profiter des Européens qu'on est tombé dans l'esclavage. Enfin, pas le peuple. Je respecte la mémoire des gens qui ont souffert. Nos parents ont souffert. D'ailleurs, quand je vois un Antillais dire qu'il n'est pas africain aujourd'hui, ça me fait encore doublement mal. Tout le monde est africain. Partout dans le monde, c'est l'Afrique. Alors, dans cette douleur-là, c'est trop de gains faciles qui nous a conduits à l'esclavage. Les premiers rapports et les échanges avec ces gens-là, ces petits colons-là, c'était du vin frélaté. C'était des babioles. Cette gourmandise des chefs et des rois a conduit à la défaite de l'intelligence et on a perdu, on a dit à tout le peuple, on vous livre au plus offrant. N'est-ce pas? Quand quelqu'un te propose un service trop facile, il faut refuser. Il faut créer. N'est-ce pas? Nous pouvons vous garantir aujourd'hui qu'aujourd'hui les moteurs sont électriques. Donc on est en train d'abandonner le pétrole, qui va être une énergie fossilisée. Le lithium, toutes les terres rares sont au ciel. Là où vous croyez que Dieu est là. Lui, les terres rares sont dans les autres planètes. Il n'y a pas de ciel. Ça veut dire que quand je quitte ici, il y a la couche d'ozone. Quand on la perce, on va vers l'intergalactique. Saturne, Pluton, Neutron, tout ce que vous voyez, les mêmes trucs comme la Terre. Mais les terres sont brûlées, d'autres sont explosées, d'autres sont glaciales, d'autres sont... Mais les gens sont en train de travailler. Quand ils vont ramener ces richesses-là, ils n'auront plus besoin de l'Afrique et on va vous jeter en brousse. On va vous dire, mangez alors votre cobalt au Congo, on voit. Mangez alors votre uranium au Niger, on voit. Mangez alors vos ressources qui ne vous servent à rien, à part faire la guerre. Donc je disais que quand je regarde le composant d'un moteur électrique, c'est parce que je ne suis pas dans mon bureau ici, j'ai schématisé, et je me dis pourquoi on n'enseigne pas ça directement aux enfants dès l'école, dès le collège. Pourquoi on n'enseigne pas la chimie, même à l'école primaire, là où la mémoire est encore fragile, et fraîche, pardon, et vierge. Comment on appelle le tableau de Mendeleev là? C'est ça? Lily bêcha bien le champ de son oncle François Nestor. N'est-ce pas? Napoléon mangea allègrement 6 poulets sans classer l'argon, l'arôme. Un enfant dès l'école primaire commence à grandir avec, c'est ce que toutes les grandes écoles font ici. Il faut réorienter les savoirs. Ça, c'est un tableau que j'ai dans ma tête depuis 40 ans. Je ne sais même pas ce que je raconte, mais je sais que c'est le tableau chimique. N'est-ce pas? Alors, si nous qui ne connaissons pas, on réapprend ça à nos enfants. Vous croyez que nos enfants ne vont pas fabriquer? Pendant que nous sommes en train d'observer comment les autres vont sur Mars, c'est là qu'on te montre au journal parfois d'une télévision africaine un génie qui a soudé une moto qui porte 10 personnes. Une moto Lingfang fabriquée par un Chinois. Et on dit que le gars est génie, il passe à la télé. Vous vous moquez de l'Afrique. Il y a ce désir de savoir. Et je vais en Côte d'Ivoire pour parler à ce peuple, à ces femmes, à ces jeunes hommes. Malheureusement, ceux qui passent, c'est nos experts en coaching aujourd'hui. Tout ce qu'ils viennent vous dire, c'est cherchons l'argent. Ouvrons le poulailler. Oh, nourrissons le poisson. Et après, ils constatent qu'il n'y a pas la lumière. Donc, il y a un problème encore. Nous, on ne règle pas les problèmes, on nettoie les plaies. N'est-ce pas? Oh, je suis content de vous voir connectés. Merci pour cette messe du dimanche qui prend un autre tournant. Plus vous êtes connectés, plus on a des choses à vous dire. Hein?
Nous devons repenser les savoirs. Nous sommes aujourd'hui à l'ère des savoirs pointus. Nous sommes aujourd'hui à l'ère des savoirs pointus. Il est hors de question qu'on commence encore à nous dire Toto tire Nama. Et Mamadou et Mebinmetan et tout. Mamadou a fait ceci. Nous ne sommes plus à cette époque-là. Nous sommes à l'époque où on doit donner la connexion aux enfants. Du Wi-Fi, de la 4-5G. Rien ne nous empêche aujourd'hui d'avoir la 5G, la 6G même. N'est-ce pas? Rien ne nous empêche aujourd'hui de réorienter la manière d'étudier. Qu'est-ce que l'intellectuel? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce que l'homme politique? Qu'est-ce que le responsable d'une mairie, d'une ville, d'un département? Comment on gère les gens? Vous savez, j'ai regardé l'Union européenne, j'ai regardé un reportage. L'Union européenne, malheureusement ou heureusement, à Bangui aujourd'hui, a financé les forages. Les gens sont restés là depuis 100 ans, ils n'avaient jamais vu un forage. En pleine capitale d'une ville africaine. Et c'est 1 million d'euros. 1 million d'euros, c'est 650 millions de francs CFA. Je peux vous garantir qu'il y a des Africains qui ont 1 million d'euros fois 100. Ils font rien. Et quand je dis que je vais à Abidjan, c'est pas pour... Je n'attends rien. Vous savez, toute ma vie, j'ai rencontré des grands hommes, des chefs d'État, des hauts dirigeants, des penseurs. Je vais toujours vers, mais je veux aussi rencontrer le peuple. Mais ce qui m'amène plus à Abidjan, c'est de comprendre pourquoi ça ne marche pas partout et ça marche quand même en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, ne soyez pas malhonnêtes, hein. Reconnaissez vous-même. Allez dans la sous-région. Allez dans les autres pays. Allez au Togo, allez au Bénin, allez au Nigeria. Pourquoi ça donne l'impression de décoller en Côte d'Ivoire? Évidemment, on sort d'une guerre civile depuis 98-19, depuis même le départ d'Oufouet. Mais je peux vous garantir qu'il y a une ouverture d'esprit, il y a quelque chose qui se passe à Abidjan de formidable. Il y a quelque chose qui est une réponse à nos pleurs. Donc ces gens-là, le but de la vie, ce n'est pas de rentrer le soir et d'expliquer à tes enfants qu'ils ne vont pas manger ce soir parce que c'est dur. Le but de la vie, c'est de dire à tes enfants, le contexte n'est pas facile, mais je me suis battu pour obtenir quand même ceci. N'est-ce pas? Il y a une négociation à refaire avec la colonie. Mais on ne négocie pas avec le plus faible. De Gaulle disait qu'on ne négocie pas avec le faible. Comment moi je te tape, je t'écrase et tu veux que je négocie avec toi? On négocie quoi? On commence à négocier quand tu reprends ta dignité. Alors si les entreprises françaises, anglaises, chinoises viennent en Afrique, il faut qu'on trouve des intellectuels sur place. Il faut qu'on trouve des gens qui se battent. Il faut qu'on trouve des gens qui... C'est pour ça que j'ai un problème avec les Kamites. Nous tous, on vient d'Égypte. Mais on ne va pas le rappeler toute la vie. Dès qu'on l'a rappelé, qu'est-ce qu'on fait maintenant? L'autre deuxième définition de l'intelligence qui ne bouge pas en Afrique, c'est que dès qu'on veut fuir, on dit « Hé, Cheikh Anta Diop », comme si on l'aimait trop. Oh, Kwame Nkrumah, on les aimait trop. Oui, mais au quotidien, est-ce qu'on travaille pour penser, pour continuer à enrichir leur pensée? Cheikh Anta Diop a fait le plan d'industrialisation de l'Afrique il y a 50 ans. Ce plan n'est appliqué nulle part. Mais on dit Cheikh Anta Diop. C'est De Gaulle qui a dessiné la carte de la renaissance de la France. Après la Deuxième Guerre mondiale. Et il est parti en 1948 et il est revenu en 1958 pour repartir en 1968. Et c'est De Gaulle qui a implémenté, et le CFA qui punit les Africains aujourd'hui, c'est lui qui a implémenté
cette Trente Glorieuses-là, les grands travaux, c'est lui qui a lancé cette ouverture de la France au monde. Mais c'est les hommes qui font un pays, c'est les hommes forts qui font les institutions. C'est eux qui créent la mystique. Alors tous ces gens qui dorment au pouvoir en Afrique, tu demandes, mais vous êtes même là pourquoi? C'est pour accompagner la colonisation. Et nous-mêmes, en les combattant, on accompagne la colonisation parce que parfois on veut juste prendre leur place. C'est les accompagnateurs de la colonisation. La colonisation est terminée, mesdames. Quand vous avez vu Macron au Rwanda, vous n'avez pas senti la classe quand même? Parlons franchement, hein? Moi je ne cherche pas les amis. Vous n'avez pas senti un peu d'humilité? Macron qu'on dit arrogant? Vous n'avez pas senti qu'il est touché par la force de ceux qui l'accueillent? Il est venu négocier, il est venu demander pardon. Mais il a trouvé en face des gens qui savent d'où ils viennent, qui ils sont. Je ne vais pas parler du Rwanda et son rôle au Congo, ça c'est la divagation, c'est autre chose, c'est un autre sujet. On prendra le temps. Mais je dis, le Rwanda a pris le temps de panser ses plaies. Et maintenant que le Rwanda s'est déterminé en tant que nation, vous avez suivi Kagame répondre aux journalistes avec une froideur, quelqu'un de pragmatique, lui le militaire, lui qui a été formé en Ouganda, il est fier. Il parle en anglais, les gens parlent en français, lui il parle en anglais. Pour vous dire, attention, il y a déjà cette distance. Et de deux, nous ne venons pas prendre des leçons ici. Et de trois, vous allez maintenant nous écouter comme peuple, comme une nation, parce que je conduis ce peuple jusqu'à ce qu'on avance. C'est ça qu'on appelle le leadership à la fin. Et ça, l'Afrique n'a pas de leadership. Le leadership, c'est pas qu'il n'y a pas de problème. Le leadership, c'est que vous avez quelqu'un qui dit, contre vents et marées, on s'accroche quand même, on ne tombe pas. Macron est venu avec une élégance, les tenues, le gris, sobreté. Il demande pardon pour le rôle de la France. Mais en réalité, est-ce que les Africains ont demandé pardon à eux-mêmes pour leur rôle dans leur crime? Vous ne pouvez pas vous entretuer et vous demander que les Blancs viennent vous demander pardon. Est-ce que les Africains, les Hutus, les Tutsis eux-mêmes se sont assis pour se demander pardon, pour se regarder? Est-ce que l'Afrique les a accompagnés? C'est pareil. Vous avez vu au Cameroun il y a quelque temps, le pape envoie un émissaire, c'est lui qui va au nord-ouest, au sud-ouest. Il entre à Bamenda, il parle à ces jeunes qui sont armés, il cause et on baisse les armes. Donc, nous-mêmes, on est incapables de monter en grade dans la hauteur de la dignité politique. Vous ne pouvez pas avoir une guerre dans un même pays, un même peuple, juste pour une question de liberté, de vision, de vue, et il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas de négociateur, il n'y a pas de médiateur, tout le monde est dans le conflit, et tout le monde se nourrit du conflit. Les armées se nourrissent du conflit et perdent un lourd tribut. Le peuple, la population sont décimées, l'économie est dévastée, et il n'y a pas quelqu'un pour se demander pardon. Je ne voyage pas pour la mendicité. Je connais, j'ai grandi dans les arcanes du pouvoir. Non, je connais. Et je serais heureux de rencontrer quand même les dirigeants en Côte d'Ivoire. Et je serais quand même doublement aussi heureux de rencontrer surtout cette jeunesse. L'Afrique est orpheline aujourd'hui du leadership. Il manque quelque chose. Les gens sont battus dans la tête. Les gens sont fatigués. Les gens n'ont plus de solution. Pourtant, la solution est là. Même en Europe, vous voyez les Noirs, ils se battent, les camps contre camps. Les gens sont venus tous pour la même raison, pour manger, d'autres pour étudier. Mais en fait, ils ont fui tous.
C'est quand même aberrant que les gens se battent encore ici alors qu'ils ont d'abord tous fui. Personne n'est venu ici content. Personne n'est venu ici. Il y a toujours quelque chose qui nous fait partir de chez nous. Et maintenant que nous sommes ici, on ne sait même pas pourquoi on est là. On n'est pas une force de la diaspora. On ne sait pas qu'il faut rentrer. On ne sait pas comment s'organiser. On ne sait pas comment cotiser, même si on a l'argent. Et ça me rappelle cette histoire de Dubois et de Marcus Garvey. J'ai créé Akeva Bank. J'ai confiance. Et je dis merci à Raoul Pétain, à Étienne, à tous ces gens toutes ces petites personnes qui me suivent, qui croient. Parce que finalement en Afrique, quand tu ne manques pas, tu n'évolues pas. Entre guillemets. Quand tu ne promets pas que Jésus revient, on ne t'écoute pas. N'est-ce pas? Mais l'idée en réalité de la banque, c'est une multinationale. Parce que toutes les solutions viennent de là, la finance. Quelle que soit la devise, est-ce qu'on peut lever la finance? C'est ce qu'on appelle la capitalisation boursière. Combien d'Africains jouent en bourse? Combien d'Africains connaissent l'argent? Combien d'Africains s'intéressent à la valeur de l'argent? Qu'il y ait le CFA ou pas, que le CFA, le yuan, le dollar, une chose est sûre, le CFA c'est l'euro. L'euro est une monnaie internationale. Si on est intelligent, même étant ici, la diaspora africaine est la plus importante du monde. N'est-ce pas? Il y a près de 100 millions d'Africains qui vivent hors de l'Afrique. Et ils ont un pouvoir d'achat de l'Indonésie jusqu'en Australie, passant par le Canada, la Guyane. Vous allez trouver les Africains, même au Brésil. C'est la diaspora africaine. Comment faire donc pour canaliser leur flux? C'est pour ça que les Occidentaux, surtout les Américains, ont mis une barrière devant eux. Le transfert d'argent est contrôlé par eux. Western Union, Tusala Union, MoneyGram, RIA, c'est un système de prédation. Tu envoies 100 francs, ils prennent 20 francs. Donc ils prennent déjà, ils essaiment, ils bloquent votre argent. Mais en réalité, dans l'idée d'Akeva Bank, je ne parle pas de Bitcoin, c'est ces machins-là où les gens vont pleurer bientôt. Il ne faut pas entrer dans les choses que vous ne maîtrisez pas. La pure connerie. On entre dans le Bitcoin, dans la crypto-monnaie, quand on est multimilliardaire. Jeff Bezos, Elon Musk, il crée des valeurs en crypto-monnaie. Ça veut dire qu'il enlève une partie de sa fortune, 50 milliards, il met ça, il transforme ça en Bitcoins, qui est une valeur irréelle. Donc, demain, on lui dit que le Bitcoin, ça a perdu, comme ça arrive en ce moment, du bof. Mais comment tu peux dire à quelqu'un qui a un petit million, au lieu de réfléchir à faire même un placement intéressant, même dans une banque, dans un système, il va faire la crypto-monnaie où il n'y a pas de valeur. Un Bitcoin ne vaut rien aujourd'hui. Ça peut valoir 1000 $, demain ça vaut 10 000, demain rien. Et ça, c'est pas pour nous. C'est pas encore pour nous. C'est technique. Mais je veux dire que vous avez 100 milliards d'individus qui peuvent, partout où ils sont, lever des fonds et créer une banque là où ils sont. On ne va pas aider l'Afrique en envoyant les Express Union pour que la grand-mère achète les remèdes. On va aider l'Afrique quand on pourra entrer dans le capital des grandes sociétés qui sont cotées au CAC 40. Il faut aller peser au cœur de la finance mondiale. Il faut entrer dans le capital de toutes les grandes sociétés, les Alstom, tout ça et tout. Mais ça, c'est les détails qui ne vous intéressent pas, je sais. Mais je ne rêve pas. Je vous dis donc qu'en 1920, vous avez des gens comme Marcus Garvey, qui est le noir le plus intelligent du monde, qu'on ne cite même jamais, qu'on n'enseigne pas dans une université, sauf quand tu écoutes un morceau de reggae. Mais Marcus Garvey a fait ce qu'on appelle chez nous le lindondom. Personne n'a jamais fait ça au monde. Les levées de fonds qui existent aujourd'hui, c'est eux qui ont créé, n'est-ce pas? Il a réussi à lever plus de 6 millions de dollars il y a près de 100 ans. Il y a plus de 100 ans. Pour libérer le peuple noir.
Par des choses simples. Compagnie d'avions, les bateaux, les banques, les usines et tout. La conscience noire, les Noirs se retrouvaient à Londres, à Paris, ils finançaient, les intellectuels ont commencé. L'Union africaine a commencé à naître par là parce que les gens ont créé d'abord de l'argent. Ils ont créé pour matérialiser un projet politique. Tous les révolutionnaires là qui montaient à gauche, à droite, Alger, Accra, Yaoundé, tout ça là, c'est parce qu'il y avait cet essaimage. Jusqu'au Libéria, il y avait cet argent, cette économie. Et les Occidentaux se sont sentis. Les Américains étaient dépassés. Et aujourd'hui, on nous empêche de nous reconnecter. On nous empêche de nous reconnecter. Mais je suis très fier de ce direct ce soir. Avec votre permission, je pense qu'il est 20h. Je ne sais pas, il est 19h. Bon, je ne sais plus. Je ne sais plus quelle heure il est. J'arrive plus à bien voir. Je ne sais pas combien de temps on a fait. Doc Flo, qui est mon petit frère qui m'accueille à Abidjan, il me dit le Bitcoin aura une valeur lorsque l'IA sera forte. Non, l'Africain n'existe pas. Il ne veut même pas exister. Ça s'appelle un désir de puissance. C'est pour ça que je dis à mes frères, parfois je cause avec des gens, ils veulent me ramener à la petite expression des problèmes du quartier. Je dis, mais vous trompez de personne, vous vous trompez. Il y a encore des Africains qui ont un désir de puissance. Tant qu'on n'a pas réglé ça, on ne sera rien. On ne sera rien. Il faut aller imposer ce désir de puissance. Il n'y a pas d'ennemi. Il n'y a pas un ennemi. Quand vous êtes milliardaire et que vous arrivez à Cannes, à Nice, on vous ouvre la portière. Que vous soyez noir ou jaune ou n'importe quoi. Donc, si tu ne changes pas la manière dont les autres doivent te regarder, tu seras toujours à leurs yeux comme l'occupant, l'immigré, le pauvre, l'esclave, l'ouvrier. Et ces choses-là viennent avec la fierté, viennent avec la grandeur d'esprit, viennent avec une certaine liberté de la conscience. Mais nous sommes dans une pauvreté extrême. Une pauvreté misérabiliste, des règlements de personnes, tel a fait que, tel a fait que. Nous ne pouvons pas... Vous savez, j'ai beaucoup d'amis chinois, ces gens-là, ils m'intéressent. Même mes voisins là, ils sont chinois et ils m'intéressent. C'est des gens qui ne parlent pas. J'ai vu une famille chinoise, ils sont arrivés il y a à peine 3 mois, ils ont inscrit leurs enfants à l'école française. Les enfants m'ont dit « Bonjour monsieur ». Ils ne parlaient pas un mot de français. Mais leurs parents ne parlent pas. Ils ne veulent même pas parler à un mot. Ce n'est pas du racisme, c'est qu'ils n'ont pas le temps à perdre. Ils savent pourquoi ils sont venus en France. Ils sont venus parce qu'ils ont trouvé d'autres gens en France. Ils ont trouvé leurs grands frères, leurs frères, même s'ils ne se connaissent pas, ils ont trouvé une communauté forte, chinoise, soudée. Ils ne vont pas aller chercher au travail, ils ne vont pas pleurer. Ils n'ont pas le temps à perdre. Je peux vous dire qu'ils gardent des grosses voitures. Ils ne sont pas complexés. Ils ne se cachent plus. Mais ils bossent. À 4 h du matin, je vois les camions venir charger des choses. Je ne sais pas ce qu'ils font. Mais ils sont venus devant moi. Ils sont en train de s'enrichir dans un pays parce qu'ils sont organisés. Ils sont organisés. Ils ne sont pas étrangers. Et ils savent qui est important pour eux, qui n'est pas important. Si tu n'es pas important dans leur communauté, pourquoi il va parler avec toi? Pourquoi il va parler avec un noir, africain, en France? Ils sont tous à Paris. Je ne suis pas son client. Ils n'ont pas besoin de moi. Ils ont leurs papiers. Ils se filent leurs adresses. Ils ont leur marché. Ils ont leur argent. Ils ont leur autonomie financière, même au cœur de la France, au cœur de l'Europe. Les Asiatiques lèvent 135 millions d'euros par mois en tontine en France. C'est les chiffres que le ministère français de l'économie sort. Ce qu'il déclare.
Et quand un Chinois déclare un chiffre, c'est qu'il fait 10 fois plus. C'est pour ça qu'ils achètent les immeubles, les restaurants, les rues. Ils sont là, ils ne se plaignent pas. Ils ne disent pas qu'ils sont immigrés en France, la France ne nous aime pas. Là, ils ne veulent pas qu'on les aime. Ils veulent faire leurs affaires. Ils veulent profiter du système, profiter de la vie. Et on ne parle pas d'eux à la télé. Même quand on dit immigrés, on ne parle pas d'eux. Mais il y a plus de Chinois que les Noirs en France. On ne parle pas d'eux. Ils ne veulent même pas. Ça ne les intéresse pas. Ils ont leur télévision. Ils regardent les infos en chinois et pour la Chine. N'est-ce pas? Alors, ce n'est pas né du jour au lendemain. C'est une construction. C'est une volonté de sortir de la pauvreté. Allez, mesdames, messieurs, laissez-moi aller manger un petit mbongo, dis donc. Vous nous fatiguez. Laissez-moi aller manger un petit repas. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci d'être connecté. Abidjan, Hôtel Pullman, mercredi 9 juin, 11 h. La salle sera pleine. Ça se bouscule. Contactez le docteur Roch Florent. C'est lui l'artificier sur place. Brillant ingénieur. Un jeune qui porte le courage. Tout Abidjan, les vélos, les taxis. Mais la communication est partout à Abidjan. On m'appelle de partout. On va créer l'église moderne. Akeva, c'est ça. C'est pas une secte. C'est une réflexion de l'homme moderne aujourd'hui. On n'a pas peur. On va prendre notre place dans le trafic. C'est pas la haine, c'est pas la concurrence, c'est pas la guerre Il faut juste que chez nous, qu'on se sente aussi chez nous. Voilà. Que ce soit Abidjan, Dakar, Lomé, tout. Et on va faire tous les pays africains pour aller proposer cette bonne nouvelle. C'est ça l'église aujourd'hui en réalité. Détacher l'esclave. Parce que là-bas, on endort l'esclave. Akeva.